Bonjour et bienvenue sur The Crime Reel. Pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai compilé 3 affaires italiennes qui, selon moi, vous intéresseront la semaine prochaine. J'ai une longue vidéo sur une seule affaire à vous proposer, qui m'a pris du temps à réaliser. Merci de soutenir la chaîne. Et maintenant, passons à la première affaire. Bien que cette affaire ait reçu beaucoup d'attention de la part de la presse italienne, elle semble relativement inconnue en dehors de l'Italie. Aujourd'hui, nous allons donc examiner l'étrange affaire de la disparition de Sara Scarsi. Âgée de 15 ans, la mère de Sara lançait un appel à la télévision pour retrouver sa fille, quand elle a découvert la terrible vérité sur ce qui était arrivé à Sara. Toute une nation a été bouleversée par le choc. Et ceci est, sans aucun doute, l'une des affaires les plus controversées de l'histoire récente de l'Italie. Dans l'extrême sud de l'Italie, dans la région des Pouilles, au talon du pays, se trouve une petite ville appelée Avatrana, qui compte seulement 6700 habitants. C'est une petite ville ordinaire, comme tant d'autres, entourée de terres agricoles, avec une productivité agricole et un accès facile à la mer. C'est un endroit paisible où les habitants vaquent à leurs occupations quotidiennes à un rythme calme et tranquille. Avant août 2010, peu de gens en avaient entendu parler. Tout a changé quand Sara Scarsi, 15 ans, a soudainement disparu sans laisser de traces, plaçant Avatrana sous les projecteurs. C'est par un après-midi typiquement chaud et ensoleillé, le 26 août 2010, que Sara a quitté son domicile. Pour parcourir les quelques centaines de mètres jusqu'à la maison de sa cousine aînée, Sabrina Masseri, 22 ans, les deux jeunes femmes prévoyant de passer quelques heures à la plage avec une autre amie, Marie-Angela. Sabrina et Sara avaient grandi presque côte à côte et étaient très proches. Sabrina décrivait Sara comme une petite sœur plutôt qu'une cousine et avait pris Sara sous son aile dès sa naissance. Elle se voyait un jour sur deux. En fait, Sara passait plus de temps chez Sabrina que chez elle. Si Sara se sentait anxieuse à propos de quelque chose, Sabrina la réconfortait. Elles prenaient leur repas ensemble, riaient des blagues de l'une et de l'autre, discutaient de leurs problèmes, allaient en ville ou se baignaient dans la mer. En grandissant, Sara accompagnait sa cousine aînée au pub où elle adorait se mêler aux amis plus âgés de Sabrina et boire du Coca-Cola. Sara n'est jamais arrivée chez Sabrina cet après-midi-là, et les appels téléphoniques sont restés sans réponse. Sabrina a donné l'alerte et Concetta Serrano, la mère de Sara, a vite signalé la disparition de sa fille. Sa famille est rentrée des courses, est restée 15 minutes dans sa chambre, a pris à manger, une serviette de plage et est repartie. Bien en avance pour retrouver Sabrina à 14h30, a-t-elle affirmé, ce que confirmeront plus tard les relevés téléphoniques. Elle a envoyé 2 services de messagerie courte à sa cousine. L'un était à 14h25 lui disant de mettre son maillot de bain et un autre à 14h28 demandant « Tu as reçu le message ?» À 14h42, le téléphone de Sara a été éteint et la jeune fille s'est volatilisée. La nouvelle a vite attiré l'attention des médias et Avitrana, paisible ville, est soudainement devenue célèbre dans tout le pays. Dès le début, les médias se sont concentrés sur la vie personnelle et les habitudes de Sara, fouillant son profil Facebook et son journal intime à la recherche d'indices sur les raisons pour lesquelles l'adolescente aurait pu fuguer. Elle était décrite comme une jeune fille agitée contactant souvent des garçons plus âgés sur les réseaux sociaux. Les journaux ont rapporté qu'elle était en quête de sensations fortes et qu'elle aspirait à fuir sa vie monotone dans un petit village qui offrait si peu aux jeunes de son âge. Sara était triste de l'absence constante de son père pour le travail et se sentait oppressée par sa mère témoin de Jéhovah, avec qui elle se disputait souvent. Sa mère, ses amis et sa famille ont nié cette description. Ils ont au contraire affirmé qu'elle avait été enlevée malgré la situation économique modeste de sa famille. Dans un crescendo d'intérêt médiatique, la famille de Sara, en particulier sa cousine Sabrina, est apparue dans de nombreuses émissions de télévision pour lancer des appels en faveur du retour sain et sauf de Sara à la maison. Sabrina, inconsolable, lançait souvent des appels en larmes, suppliant la coupable de se dénoncer et de libérer la jeune fille si elle avait un peu de conscience.
Après plus d'un mois de recherche, le 29 septembre 2010, le téléphone portable partiellement brûlé de Sarah a été retrouvé dans un champ, non loin de chez elle, par son oncle, le père de Sabrina, Michaly Masseri. Michaly a dit à la police qu'il avait tout de suite reconnu le téléphone, grâce aux autocollants Coca-Cola distinctifs. Michaly exprimait une grande douleur et était déterminé à retrouver sa nièce, qu'il disait avoir élevée et aimée comme sa propre fille. Né à Manduria, Taranté, en mars 1954, Michaly était agriculteur et travaillait dans les champs autour de sa ville natale, parmi oliveraies et figuiers de Barbarie. On le disait pieux et timide, menant une vie simple avec sa famille, coiffé d'un chapeau et les mains brûlées par le soleil. Michaly s'était montré plutôt timide devant les caméras lorsque les journalistes l'avaient oppressé de répondre à des questions sur sa nièce disparue. La jeune fille qu'il disait avoir élevée comme une troisième fille avec sa femme Cosima. Dès sa première apparition à la télévision, il a suscité des sentiments de tendresse parmi le public et on l'a affectueusement surnommé « Oncle Michaly ». Après la découverte du téléphone brûlé de Sarah, les soupçons ont augmenté et Michaly, 57 ans, a été interrogé le 6 octobre 2010. L'interrogatoire a duré des heures et a abouti à un aveu extrêmement troublant. Cet oncle apparemment gentil et timide, que la nation avait pris dans son cœur, a avoué le meurtre de sa nièce, affirmant l'avoir étranglée dans son garage après une tentative d'agression sexuelle. Il a également admis une infraction supplémentaire envers Sarah après sa mort. Michaly a indiqué où trouver Sarah, puis les enquêteurs ont été menés dans une zone de la campagne d'Avitrana. C'est là que les restes décomposés de la jeune fille ont été retrouvés au fond d'un puits immergé dans l'eau. Pendant ce long interrogatoire, la mère de Sarah, Concheta, était interviewée en direct dans l'émission télé « Qui l'a visto », signifiant « Qui les a vus ». Quand les nouvelles sont tombées, le présentateur a annoncé à Concheta que son beau-frère avait avoué avoir tué Sarah. Les téléspectateurs étaient écœurés et consternés. L'angoisse de Concheta face à la disparition de sa fille avait bouleversé la nation pendant des semaines, et plus de 3,5 millions de personnes avaient regardé l'émission en direct. En lançant un appel au public pour retrouver Sarah saine et sauve, l'audience a atteint 5 millions tandis que les nouvelles aggravaient la situation. L'interview en direct avait lieu directement depuis la maison du beau-frère de Concheta, au même moment où il avouait le crime épouvantable. La mère choquée a déclaré qu'elle ne pouvait pas croire que Michaly soit capable d'une telle chose. Impossible de le joindre, il était en garde à vue et ne pouvait répondre au téléphone. Des millions de personnes ont vu Concheta, désorientée, tenter de passer des appels sans comprendre ce qu'elle entendait. La scène est devenue un spectacle public. Après 8 minutes, on a demandé à Concheta si elle voulait arrêter l'entretien. Elle a répondu « Oui, s'il vous plaît ». La diffusion a pourtant continué 3 minutes de plus et a été critiquée pour avoir laissé la mère bouleversée apprendre une nouvelle aussi horrible d'un journaliste devant des millions de téléspectateurs. Bien qu'elle ait pu être informée en privé, le directeur de la chaîne a défendu l'équipe de Qui l'a visto, affirmant que l'émission avait tenté de traiter l'affaire tragique avec le plus de délicatesse possible. Je pense que le présentateur a réussi, mais ses actions ont ensuite été jugées insensibles et comme une intrusion barbare dans le chagrin d'autrui. Faire d'une mort tragique un grand spectacle a été jugé troublant et glaçant. Une Sabrina en larmes est rapidement apparue à la télévision, une fois de plus, condamnant son père pour ses actes, tout en affirmant l'aimer toujours. Elle avait du mal à croire qu'il était coupable, et il s'est finalement avéré qu'il ne l'était sans doute pas. Dans un rebondissement, le public italien a été surpris quand, quelques jours après, Michel s'est rétracté et a proclamé son innocence. Il a plutôt accusé sa fille Sabrina, la cousine aînée adorée qui avait pleuré de désespoir devant les caméras. Michel a dit à la police qu'il voulait d'abord assumer la faute, mais que c'était en fait Sabrina qui avait tué Sarah. Le crime s'est déroulé dans le garage pendant une dispute devenue bagarre. Sabrina l'a ensuite appelé pour l'aider à se débarrasser du corps de Sarah. La police doutait déjà de la première confession de Michaly, selon d'autres témoins.
À l'époque, Michaly n'avait pas réussi à expliquer de manière convaincante comment il avait mis fin à la vie de Sarah, ni ce qu'il avait utilisé pour l'étrangler. Il a affirmé avoir tué sa nièce dans le garage, mais son récit changeait sans cesse et correspondait rarement aux découvertes de l'équipe d'enquête. De plus, l'autopsie n'a pas révélé que Sarah avait été violée après sa mort. De plus, Sabrina semblait beaucoup trop pressée d'affirmer à son amie Mariangela que Sarah avait été enlevée. Elle paniquait et agissait irrationnellement alors que la disparition de Sarah était très récente. Un fleuriste local a également affirmé avoir vu Sarah être forcée de monter dans une voiture par Sabrina et sa mère, Cosima, bien que le fleuriste ait ensuite déclaré qu'il avait peut-être rêvé cela. Cette preuve serait ensuite recevable devant le tribunal. Sabrina a vite été arrêtée. La jalousie a été déterminée comme mobile du meurtre, et elle a étranglé Sarah dans un accès de rage. On pensait que, même si les cousines étaient proches, Sarah devenait une adolescente mince et jolie qui s'intéressait aux garçons. Et Sabrina, âgée de 22 ans, souffrait d'insécurité concernant son propre poids et son apparence et se sentait inférieure. Sabrina s'était liée d'amitié avec Ivano Russo, chef de 27 ans d'Avitrana, dont elle était très éprise. Sarah et Sabrina rencontraient souvent Ivano. Et il a ensuite affirmé être ami avec les deux filles, mais a déclaré qu'il ne souhaitait pas aller plus loin que l'amitié avec Sabrina. Il a été allégué que Sabrina était follement amoureuse d'Ivano et était extrêmement jalouse de l'attention qu'il portait à Sarah, âgée de 15 ans. Sabrina a commencé à reprocher à sa jeune cousine l'échec de sa relation avec le chef. Apparemment, Sarah avait raconté à d'autres personnes, y compris à son frère aîné Claudio, qui vivait à Milan, que Sabrina ne cessait de faire des avances non désirées à Ivano. Sarah avait aussi écrit dans son journal que Sabrina se mettait en colère contre elle lorsqu'elle sortait avec Ivano, l'accusant d'être toujours à ses côtés. Dans une si petite ville, cela nourrissait les ragots sur Sabrina, la rendant humiliée et en colère. Il aurait développé une haine et une colère extrême envers sa jeune cousine. Sabrina a vigoureusement nié les accusations, rejetant toute la faute sur son père et exprimant stupeur et colère face à ses propos. La nation entière est restée incrédule devant l'évolution de l'une des affaires criminelles les plus étranges de ces dernières décennies. Certains pensaient que c'était l'oncle Michaly, d'autres soupçonnaient des membres de la famille, surtout la mère de Sabrina. Cosima était aussi soupçonnée après que la fleuriste a dit l'avoir vue pousser Sarah dans sa voiture. Par la suite, le 26 mai 2011, Cosima a également été arrêtée pour complicité de meurtre. Les relevés téléphoniques montrent qu'elle a appelé depuis le garage où Sarah a été étranglée, alors que Cosima avait nié y être cet après-midi-là. Pendant ce temps, Concetta, la mère dévastée de Sarah, a enduré l'angoisse de perdre sa fille, tout en devant accepter la possibilité que ce ne soit pas son beau-frère, mais sa propre sœur et sa nièce qui aient commis le meurtre. Pour rendre les choses encore plus sinistres, Cosima et Sabrina étaient constamment aux côtés de Concetta, la réconfortant pendant les semaines de tourmente et de chagrin qu'elle a traversées. Lorsque sa fille disparut, Concetta suppliait qu'on lui dise la vérité, mais une famille autrefois unie était désormais en guerre et le chaos régnait. Les autorités, cependant, étaient convaincues d'avoir les véritables coupables et ont juré qu'ils seraient traduits en justice. Le procès s'est ouvert devant le tribunal de Tarente le 10 janvier 2012. Les accusés, Sabrina Masseri pour meurtre avec préméditation, sa mère Cosima pour complicité et son père Michaly pour dissimulation de cadavre. Les procureurs ont affirmé que Sarah est morte entre 14h00 et 14h15. Le 26 août 2010, il a été déterminé qu'une violente dispute a éclaté entre les deux cousines et que Sarah s'est enfuie. À ce moment, la mère de Sabrina, Cosima, serait intervenue et, avec Sabrina, a poursuivi Sarah en Opel Astra, la forçant à monter dans la voiture. De retour chez elle, Sarah a été étranglée avec une ceinture et son corps laissé dans le garage. Michaly a ensuite reçu l'ordre de se débarrasser du cadavre et de faire disparaître les effets personnels de Sarah. Tout est fini, aurait-il apparemment dit à sa femme lors d'un appel téléphonique à 15h25,
Le 5 décembre 2012, lors d'une audience, Micali a de nouveau avoué en larmes le meurtre de sa nièce, affirmant être le seul impliqué face à l'avocat de Sabrina. Cela a poussé son propre avocat à démissionner, et la procédure a été suspendue le temps de trouver un nouvel avocat. Le 20 avril 2013, Sabrina et Cosima ont été reconnus coupables et condamnés à perpétuité pour le meurtre de Sara Scarsi. En Italie, la réclusion à perpétuité correspond en fait à 21 ans minimum. Les appels ont été rejetés et les peines confirmées en juillet 2015 et en février 2017. Micali a écopé de 8 ans pour avoir aidé à se débarrasser d'un cadavre. Micali a suivi des cours d'artisanat en prison et espérait reprendre l'agriculture après sa libération en juin 2021. Sabrina et Cosima partagent une cellule à la prison de Tarente et travaillent en Putium comme couturières. Durant la pandémie de Covid-19, elles ont fabriqué et emballé des masques. À ce jour, elles clament toujours leur innocence. Certains estiment qu'il y a eu une grave erreur judiciaire et que la mère et la fille sont innocentes. Avoir été reconnues coupables uniquement sur la base de preuves circonstancielles, alors qu'il existait en réalité de nombreux doutes raisonnables. L'avocat de Sabrina, le professeur Franco Coppi, la décrit comme une victime et affirme qu'il ne se reposera jamais tant qu'il n'aura pas prouvé son innocence. Il affirme que l'idée de la jalousie est une fabrication ridicule, car Sabrina était heureuse d'emmener Sara chaque fois qu'elle retrouvait Ivano Russo. Le professeur Coppi affirme que Sabrina est innocente, tout comme Cosima. Selon ses aveux, Micali est responsable et le mobile du crime est sexuel. Je crains de mourir sans avoir prouvé son innocence. Sabrina est aussi victime du crime d'Avitrana, un fardeau que je porte chaque jour dans mon cœur. Le témoignage du fleuriste, qui a d'abord dit avoir vu Sabrina et sa mère pousser Sara dans la voiture, puis a douté, a aussi été pris en compte. Cela n'aurait jamais dû être accepté comme preuve au tribunal. D'autres, y compris la célèbre criminologue italienne Roberta Bruzzoni, insistent sur le fait qu'il n'y a aucun doute quant à l'identité des véritables coupables. Ils restent bien derrière les barreaux. Bruzzoni affirme que Sabrina est très narcissique et ment facilement sans que cela se voie. Elle joue un rôle devant les caméras et parvient sans effort à gérer les médias, ce qui est typique d'une personnalité manipulatrice, dit-elle. Elle poursuit en affirmant que Micali n'a été impliqué qu'après qu'on lui ait annoncé la mort de sa jeune nièce. Cosima était la chef de cette famille. Elle insiste sur le fait qu'elle dictait les ordres et que lui, étant subordonné, n'aurait jamais osé aller contre elle. Il a couvert sa femme et sa fille pour ce crime terrible plus de 11 ans plus tard. Cette affaire reste entourée de mystères et de doutes et fait encore régulièrement l'objet de débats. Affaire criminelle parmi les plus controversées et macabres de l'actualité italienne. La seule personne qui connaît la vérité ne pourra jamais nous la révéler. La pauvre jeune Sara Scarsi, à qui la vie a été soudainement et brutalement arrachée lors de cette chaude journée d'été dans les Pouilles. Merci d'avoir écouté The Crime Reel. Fin de l'histoire d'aujourd'hui. Prenez soin de vous. Même la sœur de Sabrina, Véronique, croit fermement que sa mère et sa sœur sont innocentes et elle est convaincue que leur père est le véritable coupable. La plupart des Italiens estiment que la justice a triomphé. Ciao. Pour la narration de faits divers d'aujourd'hui, nous examinons l'affaire bouleversante de Loris Stival, une affaire pleine de rebondissements, et un crime impardonnable qui a brisé le cœur de la nation italienne. En début d'après-midi du 29 novembre 2014, Veronica Panarello est arrivée pour récupérer son fils de 8 ans à l'école, mais on lui a dit qu'il n'était jamais venu ce jour-là. Au fil des événements, il est vite apparu qu'un mystère bien plus sombre entourait la disparition du petit Lori, 8 ans, dont le père fut bouleversé par une publication Facebook. Santa Croce Camerina est une petite ville de la province de Raguse, en Sicile, la plus grande et la plus densément peuplée des îles italiennes, située à l'extrême sud de la péninsule. C'est ici que Veronica Panarello a rencontré son futur mari, David Stival, alors âgé de 18 ans. C'était en 2004, alors qu'elle n'avait que 16 ans et travaillait comme serveuse dans un bar local. Les deux ont commencé à se voir régulièrement et, à mesure qu'ils se rapprochaient,
Véronica lui confiait ses problèmes familiaux et se plaignait des disputes fréquentes avec sa mère. Lorsqu'elle a annoncé qu'elle avait été expulsée de chez elle après une violente dispute, David l'a prise sous son aile et lui a offert un toit. Chez les parents de David, elle était considérée comme une troisième fille. Véronique est rapidement tombée enceinte, et le jeune couple était déterminé à ce que cela les unisse encore plus en tant que famille. Loris Stival est né le 18 juin 2006, un petit garçon plein de vie qui a immédiatement apporté une grande joie à ses parents et à ses grands-parents. Bien que David soit souvent absent de la maison à cause de son travail de chauffeur routier, Véronique était heureuse et ne se sentait pas seule, car elle se consacrait à son fils. Le couple était très amoureux, faisait des projets pour leur avenir ensemble, et ils se sont mariés en 2007. Ils ont accueilli un autre enfant, Diego. En 2010, Laurie était plein de vie, mais un peu introverti avec ceux qu'il connaissait peu. Il adorait s'asseoir dans le camion de son père et partir en balade. Ses enseignants le décrivaient comme extrêmement intelligent et très apprécié de ses camarades de classe. Sa passion, c'était le karaté, il assistait régulièrement aux cours et faisait de grands progrès. En début d'après-midi, le samedi 29 novembre 2014, Véronique est arrivée pour récupérer le petit Laurie à l'école primaire. On lui a dit qu'il n'était jamais venu ce jour-là et que personne ne l'avait vu. La mère de 25 ans a paniqué et crié « Qui a pris mon fils ?» À 13h, elle était au commissariat pour signaler sa disparition. Véronique a déclaré qu'elle avait accompagné son plus jeune enfant, Diego, à la maternelle ce matin-là, avant d'emmener Loris à l'école. Elle a ensuite suivi son cours de cuisine habituel, où tous ont confirmé leur présence après le signalement de Véronique. Une recherche a vite été lancée pour retrouver le garçon disparu, présumé enlevé. Dans une petite ville, la nouvelle s'est vite répandue. Tout le monde parlait de la disparition du petit Loris et de nombreux habitants se sont rapidement joints aux recherches. Très vite, de tristes nouvelles sont apparues. Quelques heures plus tard, vers 16h, la police a reçu un appel téléphonique d'un homme de 65 ans nommé Arazio Fidolni. Il patrouillait près d'un vieux moulin à quelques kilomètres de la ville lorsqu'il a découvert le corps d'un enfant dans un fossé d'irrigation. Il a dit que sa femme voulait qu'il aide aux recherches de l'enfant disparu car, chasseur passionné, il connaissait bien la région. Arazio a déclaré bien connaître la famille et vouloir l'aider de toutes les façons. Cependant, la police restait peu convaincue par son histoire, et Arazio est immédiatement devenu un suspect. Sa voiture a été saisie pour inspection, et il a été interrogé pendant plusieurs heures. Les rumeurs se sont vite répandues, et les chaînes italiennes parlaient sans cesse de l'affaire. Beaucoup étaient sûrs de l'implication de cet homme. Véronica, en larmes, a confirmé sur place que le corps était celui de son fils avant d'être emmené rapidement. Un policier de chaque côté la soutenait pour l'empêcher de s'effondrer de chagrin. Cependant, il est vite devenu évident qu'Arazio Fidolni n'avait absolument rien à voir avec le crime. Une fois que la police a commencé à vérifier les caméras de surveillance dans la zone, il est apparu que Véronica n'avait jamais emmené son fils à l'école ce matin-là. Aucune preuve ne soutenait sa déclaration et elle n'a été vue sur aucune caméra de surveillance près du bâtiment. Il a été dit qu'elle avait mis ses enfants en voiture vers 8h15, mais Loris protestait. Il ne voulait pas aller à l'école ce jour-là. Sur une image granuleuse prise plus tard par une caméra vidéo privée, Loris serait rentré chez lui en utilisant les clés que sa mère lui avait données pour entrer dans la maison. Il n'a jamais été confirmé que cette image montrait Loris. On sait que Véronique était revenue peu de temps après et a garé sa voiture dans le garage plutôt que sur une place attribuée dans la rue. Les enquêteurs se sont interrogés sur sa décision alors qu'elle laissait habituellement son véhicule dehors. Véronique est restée dans la maison pendant 35 minutes période durant laquelle elle aurait étranglé son fils avec un câble électrique. Une dispute aurait éclaté car Laurie refusait d'aller à l'école. Et sa mère, fatiguée de sa désobéissance, a perdu patience et l'a étranglé, chargeant ensuite son corps sans vie dans la voiture garée dans le garage qui était hors de vue depuis la route. On a affirmé qu'elle était allée en voiture à la périphérie où elle avait abandonné son corps dans un fossé.
Son véhicule a été repéré par des caméras de surveillance se dirigeant vers le vieux moulin, où le corps de l'enfant a été découvert quelques heures plus tard, par Orazio Fidoni. Pendant ce temps, David Stival, le père de Loris, âgé de 28 ans, rentrait chez lui depuis la Lombardie, dans le nord de l'Italie. Il avait été informé de la disparition de Loris, mais pensait que son fils vif et parfois capricieux était simplement en train de jouer vers 9h30 ce matin-là. Il avait parlé à sa femme, comme chaque matin en son absence, et elle lui avait assuré que les enfants allèrent bien. Elle a dit qu'elle avait emmené Diego à la crèche et Loris à l'école, et que ses deux fils étaient excités par le retour imminent de leur père. David poursuivit son voyage solitaire vers le sud, espérant retrouver sa famille pour arranger les choses. Il s'est avéré que personne n'a réellement eu le courage de dire à David à quel point la situation était grave, même après que le corps du pauvre enfant ait été retrouvé. Véronica déclara par la suite qu'elle ne voulait tout simplement pas inquiéter son mari au téléphone. Cependant, pendant une pause, David a commencé à faire défiler des publications sur Facebook. C'est à ce moment-là qu'il a soudainement appris la mort de son fils de la manière la plus terrible qui soit. Un ami a partagé sur Facebook « Repose en paix, Loris ». Pour David, c'était la pire chose qu'il pouvait imaginer et il a dit que c'était le pire jour de sa vie. Le 9 décembre 2014, Véronique Panarello a été arrêtée pour le meurtre de son fils. Véronique a nié avec véhémence l'accusation. Et David a d'abord soutenu sa femme, affirmant qu'elle avait toujours été une mère aimante et attentionnée et qu'elle était en réalité incapable d'un acte aussi odieux. Un élan de sympathie a suivi pour le père bouleversé. La nation était choquée, en colère et incrédule à l'idée qu'une mère ait pu tuer de sang-froid un enfant doux et innocent. Une autopsie a déterminé que Lori était décédée entre 8h30 et 9h30 le 29 novembre 2014. La cause du décès était la strangulation, et ses poignets présentaient des traces indiquant qu'ils avaient été maintenus fermement avec des liens en plastique pour câbles électriques. Alors que la pression montait, Véronique a soudain déclaré ne plus se souvenir des événements. Les funérailles ont eu lieu à Santa Croce Camerina le 18 décembre 2014. La demande de Véronique d'y assister a été refusée, elle laisse rester en prison. La famille a porté le petit cercueil blanc dans l'église, où beaucoup avaient laissé couronnes, peluches et messages. David Stival était en tête du cortège, pleurant de façon incontrôlable. Le cercueil a ensuite été emmené autour de la place afin que les habitants puissent dire un dernier adieu à ce petit garçon que tant de personnes connaissaient et aimaient. Beaucoup sont venus rendre hommage. Plusieurs camarades et enseignants tenaient des ballons blancs. Une banderole disait « La mort tragique du petit Lori nous a tous profondément touchés. Toute la communauté partage la douleur de la famille. » Véronique Panarello a longtemps nié savoir quoi que ce soit, puis a changé sa version. Elle a dit que Lori avait refusé d'aller à l'école ce jour-là et était rentrée en courant. Elle a ensuite emmené son plus jeune fils à la crèche et à son retour, elle a découvert le corps sans vie de Loris. Elle a dit qu'il était mort en jouant avec des attaches en plastique et en s'étranglant accidentellement. Totalement terrifiée par ce que son mari penserait, elle a abandonné le corps de son fils dans le fossé. Elle a gardé cette version un moment, et David continuait de rendre visite à sa femme, étant décrit comme une âme douce. Désormais confus et bouleversé par la perte de son fils, il a supplié Véronique de lui dire la vérité. Après des mois de discussions en prison avec son mari, en colère, fatigué et profondément déçu par les versions sans cesse changeantes de sa femme, Véronique lui a lancé sa dernière révélation. Elle a dit que, bien qu'elle ait été présente lorsque Lori a été tuée, ce n'était pas elle qui avait commis le crime en réalité. À la place, elle a accusé son beau-père, André Stival. Non seulement elle a accusé le père de David d'être le véritable meurtrier de Loris, mais elle a aussi affirmé avoir eu une relation intime avec lui. Véronique a déclaré qu'elle entretenait une liaison avec son beau-père de 52 ans. Lori l'avait découvert et avait dit qu'il allait le dire à son père.
Pour cette raison, Véronique a allégué qu'Andrea lui avait ordonné d'attacher les poignets de l'enfant avant qu'il ne tue son petit-fils en l'étranglant ensemble avec le câble USB. Ils ont ensuite chargé son corps sans vie dans la voiture, sont allés en périphérie de la ville et ont abandonné Loris dans le fossé. Andrea a totalement nié l'accusation, déclarant qu'il était stupéfait qu'elle puisse inventer une telle histoire. Il a été interrogé, mais aucune preuve de son implication n'a été trouvée. Il avait un alibi solide et incontestable car, désormais séparé de la mère de David, il était avec sa petite amie, Andreina Fiorilla, et ils étaient loin de la scène du crime. À l'époque, les relevés téléphoniques n'avaient révélé rien de plus que de courts appels entre Andrea et Véronique durant les mois précédant la mort de Loris, tout à fait conformes à une relation parentale ordinaire. Andreina a confirmé au tribunal qu'elle et Andrea étaient en couple depuis peu, et qu'elle n'aurait jamais imaginé donner un faux alibi à quelqu'un qui aurait pu tuer un enfant. David Stival a toujours cru en l'innocence de son père, affirmant que Veronica mentait et que son père était une victime. Aujourd'hui brisé, il a supplié sa femme de dire la vérité. Mais sa version des faits était devenue de plus en plus étrange. Le procès a commencé le 17 octobre 2016. Veronica a été accusée de meurtre et de dissimulation de cadavres. Sa défense a tenté de faire valoir qu'elle avait des antécédents de troubles psychiatriques, un trouble de la personnalité borderline, et qu'elle avait tenté de se suicider à 2 reprises. Après une longue enquête et un rapport de 160 pages, il a été établi qu'elle était parfaitement saine d'esprit. Consciente de son crime, elle serait donc jugée en conséquence. Veronica Panarello a été reconnue coupable, au-delà de tout doute raisonnable, de meurtre et de dissimulation de corps, et condamnée à 30 ans de prison. Un appel serait rejeté et la peine confirmée par la Cour suprême le 21 novembre 2019. La mère prétendument aimante avait tout fait pour entraver la justice et était maintenant qualifiée de monstre, qui avait assassiné son enfant de sang-froid avant de s'en débarrasser sans pitié comme d'un sac d'ordures, puis elle était allée à son cours de cuisine comme si de rien n'était. Plus tard, sachant que le corps de son fils était déjà froid, elle est allée le chercher à l'école. Andrea Stival a intenté un procès contre sa belle-fille pour diffamation, affirmant que ses mensonges et accusations concernant le meurtre de son petit-fils lui avaient causé un stress et une douleur insupportables, en plus de la perte tragique de son petit-fils bien-aimé dont il était très proche. L'avocat d'Andrea a parlé de dommages incommensurables qui ont porté atteinte à l'intégrité de son client. Veronica a reproché aux enquêteurs d'avoir ignoré ses dires selon lesquels 2 personnes avaient vu Andrea dans la voiture avec elle. Ce jour-là, le corps de Loris fut abandonné au vieux moulin. Aucune preuve n'avait jamais été révélée pour étayer ces déclarations, et elle était désormais considérée comme une menteuse pathologique. Lorsqu'on l'a confrontée à toutes les inventions et aux différentes versions des faits qu'elle avait racontées, Veronica a déclaré qu'au début, elle ne se souvenait pas de ce qui s'était passé ce samedi matin et qu'elle n'avait pas eu l'intention de mentir. Elle affirmait avoir confondu des souvenirs de la veille et pensait vraiment avoir emmené son fils à l'école ce matin-là, disait-elle. Ses souvenirs ne sont revenus qu'après sa visite sur la tombe de son fils, et elle a insisté que c'était son beau-père qui avait commis le crime. Elle a poursuivi en déclarant « Je suis incarcérée, il est en liberté. J'assume la responsabilité de mes actes. J'ai eu tort de dire que c'était un accident. Il est juste que je paie et sois en prison, mais aussi que ceux présents ce matin-là paient également. » Une version des faits que les enquêteurs et les juges ont jugée absolument peu fiable et sans la moindre preuve. Véronique, incarcérée depuis 7 ans et aujourd'hui âgée de 33 ans, a été reconnue coupable de diffamation envers son beau-père. Le 17 septembre 2021 au tribunal de Raguse en Sicile. Elle a été condamnée à 2 années de prison supplémentaires, en plus de sa peine de 30 ans pour le meurtre de son enfant. En outre, elle a été condamnée à payer tous les frais de justice ainsi qu'une indemnisation de 24 000 € à Andrea Stival. Le tribunal a décidé que Veronica était la seule auteure du crime, qu'elle avait été étranglée seule. Lori a chargé son corps sans vie dans sa voiture et l'a abandonné dans le fossé d'irrigation.
Véronica a menacé Andrea en sortant du tribunal en disant « Tu es content maintenant ? Tu sais quoi ? Je prie juste Dieu de te trouver mort quand je sortirai, sinon je te tuerai de mes propres mains. » Véronica n'a obtenu aucun droit de visite pour voir son plus jeune fils, et David a entamé une procédure de divorce en 2017. Elle est tenue informée des progrès de Diego par lettre et par photo, mais David n'a aucune communication directe avec elle. Lors d'une interview, il a dit ignorer la réaction de sa femme à la réception des papiers du divorce, mais que c'était simplement nécessaire. Il avait initialement soutenu Véronique, mais a vite compris son implication. Je savais qu'elle mentait. Quand elle a dit que la mort de Laurie était un accident, il a affirmé que Loris n'aurait jamais joué à un jeu si dangereux. Dans un message à son fils, David écrirait « Je m'accroche à l'espoir de te revoir un jour. Cela me donne la force comme si tu n'étais jamais parti. Tu vis en nous comme l'arc-en-ciel le plus beau et le plus coloré. » Il a ensuite écrit un livre en 2018 intitulé « Au nom de Loris », où il met en lumière de nombreux détails de sa vie avec Véronique et partage une série de documents et de photographies. David a dit vouloir partager sa vérité et sa douleur sur ces événements. Et pour aider son fils cadet, Diego, à comprendre ce qui est arrivé à son frère aîné. Pour encourager les autres à affronter la tragédie, il ne reste que moi et Diego, qui ne manquent de rien. Véronica a tout détruit, y compris elle-même, affirme-t-il. Véronica Panarello a été détenue dans 4 prisons au fil des ans et reste incarcérée à Turin, dans le nord-ouest de l'Italie, où elle clame toujours son innocence. Ses études pour devenir assistante sociale ont suscité une vive controverse à leur révélation. Cependant, la véritable victime innocente de ce crime horrible est le pauvre Loris Stival, le petit garçon plein de joie de vivre qui aurait fêté son 15e anniversaire en juin 2021. Comme d'habitude, son père affectueux lui a écrit une carte ce jour-là. « Sans toi, la vie n'est plus aussi belle qu'avant. Ces puzzles que nous faisions ensemble ne s'assemblent plus comme avant. Nous essayons d'être forts, ton petit frère et moi, et nous y arrivons parce que nous puisons la force que tu nous transmets. Nous gardons en nous les souvenirs heureux, la joie, les rires et l'amour partagé aujourd'hui. Tu enseignes la vraie valeur de la vie et protèges les enfants de l'injustice. Nos cœurs sont pleins d'amour. Nous t'imaginons plus heureux aujourd'hui, même si nous ne pouvons pas te prendre dans nos bras entre une larme et un sourire. Joyeux anniversaire, Laurie. Voici la fin de l'histoire d'aujourd'hui. Merci à Pimposa pour ce dossier. Laissez vos commentaires ci-dessous et merci d'avoir écouté The Crime Reel. Prenez soin de vous. Au revoir. Pour l'avenir de son jeune fils, David a mis chaque centime des revenus de son livre sur un compte au nom de Diego. Au revoir. La famille Dinardo vivait à Novi Ligure, une petite ville du nord-ouest de l'Italie. La ville compte environ 27 000 habitants et est généralement considérée comme un bon endroit pour vivre, travailler et fonder une famille. Les Dinardo vivaient sur la via Beniamino di Catra à Novi Ligure et étaient relativement typiques des familles de la région à cette époque. Francesco Donardo, âgé de 45 ans, et sa femme Suzy avaient 2 enfants, Erika, 16 ans, et Gianluca, 12 ans. Francesco était l'un des directeurs de l'usine de chocolat Perengotti, qui était à l'époque l'un des principaux producteurs de friandises au chocolat en Italie. Suzy travaillait comme comptable, et Erika et Gianluca fréquentaient les écoles locales. Le 21 février 2000, un Suzy a récupéré Erika à l'école vers 14 heures. La mère et la fille ont déjeuné ensemble avant qu'Erika ne parte passer l'après-midi avec son petit ami de 17 ans, Mauro Favaro, plus connu sous le nom d'Omar. Erika est rentrée à la maison vers 19 heures ce soir-là et a attendu l'arrivée de sa mère, qui était partie chercher son frère Gianluca à son entraînement sportif. Francesco rentrerait tard du travail ce soir-là car il retrouvait des amis pour leur match hebdomadaire de football à 5.
20 heures ce soir-là, Erika a couru hors de la maison en criant à l'aide et a frappé chez son voisin. Quand ils sont venus l'aider, elle a expliqué que 2 personnes étaient entrées chez elle pour cambrioler sa famille, agressant sa mère et son frère. Elle avait réussi à s'enfuir. À leur arrivée quelques minutes plus tard, les secours ont découvert une scène déchirante dans la maison familiale. Suzy et Gianluca étaient morts. Ils avaient été poignardés plusieurs fois. Suzy, dans la cuisine, était presque méconnaissable. Gianluca était dans la baignoire à l'étage, ayant subi des blessures encore plus graves que sa mère. Un couteau de cuisine de 15 cm à manche en bois qui a été utilisé lors des meurtres a été retrouvé dans la maison. Erika a dit à la police ce qu'elle savait. Elle était à l'étage dans sa chambre, écoutant de la musique avec son casque. Quand elle a entendu son petit frère crier à l'aide, elle a quitté sa chambre et a vu que sa mère se débattait avec 2 hommes. Sa mère, déjà en sang, a crié à Erika de fuir. Erika s'est échappée par le garage souterrain. Elle a déclaré à la police que les 2 hommes entrés chez elle n'étaient pas italiens et pensaient qu'ils venaient d'Albanie. Elle a estimé que l'un avait environ 40 ans, l'autre 20. L'Italie avait récemment vu une forte hausse d'immigrants. Des cambriolages liés à la communauté immigrée avaient eu lieu. La police soupçonnait donc que les meurtres pouvaient être l'œuvre d'un gang d'immigrés connus. En suivant les pistes qu'Erika leur avait données, la police a montré à Erika des photos d'identité judiciaire de ces gangs, qu'ils pensaient être responsables. Erika a aussitôt reconnu l'un des 2 tueurs entrés chez elle. L'attention des médias s'est immédiatement portée sur les menaces posées par les immigrés entrant dans le pays. Les images d'une jeune fille témoin du meurtre de 2 proches ont suscité un tollé. Plusieurs journaux ont exigé un durcissement contre l'immigration clandestine. Les enquêteurs ont retrouvé et interrogé l'homme qu'Erika avait identifié. Il avait un alibi très solide, et bientôt la police ainsi que le procureur Carlo Carlesi ont commencé à sentir que cette enquête était plus complexe qu'il n'y paraissait au départ. Des analyses des taches de sang sur les lieux ont révélé qu'Erika avait marché pour chercher de l'aide, contrairement à ce qu'elle avait affirmé avoir couru en raison de la distance entre les traces de pas. De plus, il n'y avait aucun signe d'effraction dans la maison et aucun objet n'avait été volé, dans ce qui était censé être un cambriolage. Les couteaux de la famille étaient les armes du crime. La police s'est demandé pourquoi Erika avait quitté la maison par le garage souterrain au lieu d'utiliser la porte d'entrée, plus rapide. Les preuves ont commencé à indiquer qu'Erika n'avait pas dit la vérité sur les événements de la nuit du 21 février 2001. Mais les enquêteurs avaient du mal à croire que cette jeune fille de 16 ans ait pu être impliquée dans un crime aussi brutal. Le procureur a demandé la mise sur écoute des appels téléphoniques d'Erika 24 heures après les meurtres. On l'a entendu parler à son petit ami, Omar, lui disant de ne pas s'inquiéter car il ne serait jamais découvert puisqu'elle était la seule témoin. Le lendemain, Erika et Omar ont été amenés pour être interrogés. Entre les interrogatoires de la police, les 2 adolescents ont été laissés seuls dans une salle d'interrogatoire sans qu'ils le sachent. La pièce avait des micros et des caméras. Erika et Omar parlaient des meurtres et imitaient parfois les gestes utilisés pour poignarder la mère et le frère d'Erika. Ils plaisantaient sur les événements de la soirée et discutaient de leur tenue pour les funérailles du lendemain afin d'être appropriées. Le soir du vendredi 23 février 2000, Erika et Omar ont tous 2 été inculpés pour les meurtres de Suzy et Gianluca. À ce moment, ils se sont accusés mutuellement, chacun clamant son innocence et rejetant la faute des meurtres sur l'autre. Bien qu'au départ il ne semblait y avoir aucune explication ou motivation raisonnable pour ce crime, la police a finalement établi ce qui s'était passé ce soir-là. Les 2 adolescents, issus d'une classe moyenne aisée, étaient appréciés, entourés d'amis, réussissaient à l'école et étaient estimés par leurs professeurs. Pour tous, ils paraissaient des jeunes adultes normaux et équilibrés. Erika était proche de son frère et aimait passer du temps avec lui. Suzy avait quelques inquiétudes concernant l'intensité de la relation de sa fille avec Omar, pensant que cette relation était trop intense car les 2 étaient devenus pratiquement inséparables.
Pourtant, ces inquiétudes n'étaient pas suffisantes pour que Suzy agisse. Elle pensait que la passion du premier amour d'une adolescente s'atténuerait rapidement. Il y avait les disputes habituelles entre parents et enfants, mais rien qui aurait été anormal dans des millions de foyers à travers le monde. Le seul motif concevable était qu'Erika voulait éliminer sa famille afin de pouvoir utiliser son héritage pour parcourir le monde, avec Omar. Erika et Omar avaient commencé à consommer de la drogue illégale sans que leurs parents le sachent. Les équipes médico-légales, ainsi que celles qui menaient les interrogatoires, ont pu reconstituer le déroulement des événements de cette nuit-là. Quand Suzy est rentrée de l'entraînement avec Gianluca, Omar se cachait déjà dans la salle de bain, prêt à agir. Suzy et Erika ont commencé à se disputer dans la cuisine, et Erika a saisi l'un des couteaux de la famille pour poignarder Suzy avec. Alors que Suzy tentait de se défendre contre l'attaque, Omar a couru dans la pièce. Erika et Omar ont maintenu Suzy au sol et l'ont poignardée plus de 40 fois. Entendant le vacarme, Gianluca est descendu et a surpris sa sœur et son petit ami en train de tuer leur mère. Gianluca était terrifié. Erika et Omar ont tenté de le rassurer en disant qu'il était en sécurité et qu'il ne lui ferait rien. Gianluca s'est retourné pour fuir, puis Erika ou Omar l'a poignardé. Il a continué à courir et s'est caché dans la salle de bain. Erika et Omar l'ont suivi. Ils ont ensuite essayé de l'étrangler et, n'y parvenant pas, ont tenté de lui faire manger du poison pour rat. Après le refus de Gianluca, ils ont tenté de le noyer, puis l'ont poignardé plus de 50 fois. Gianluca s'est battu, mais il est mort lentement et dans une grande douleur. Les adolescents avaient préparé les meurtres, mais la situation a rapidement dégénéré et échappé à tout contrôle. L'achat préalable de poison pour rats et de gants prouve la préméditation des crimes. Ils avaient également prévu de tuer Francesco, mais après l'effort d'avoir infligé près de 100 coups de couteau, ils étaient physiquement épuisés et craignaient de ne pas avoir la force de maîtriser Francesco. De retour chez lui, Erika et Omar ont élaboré un plan pour simuler un vol et pour rejeter la faute des meurtres sur des immigrés, qui servaient de boucs émissaires dans le climat politique italien de l'époque. Mais ce plan mal conçu, plein de failles, entraîna leur arrestation rapide. Pendant leur garde à vue, Erika et Omar ont subi de nombreux tests psychologiques approfondis. Il a été déterminé qu'Erika était la personnalité dominante dans la relation. On lui a diagnostiqué une personnalité narcissique, un trouble psychotique et dissociatif de l'identité. Omar, diagnostiqué d'un trouble de la personnalité dépendante, suivait Erika en tout. Elle l'a convaincue de participer à son plan pour lui prouver son amour. Francesco, contraint de faire le deuil de sa femme et de son fils tué par sa fille, a choisi de soutenir Erika. Il a d'abord cru qu'Omar avait été le moteur des meurtres, mais lorsque cela a été démenti, il a pensé qu'il devait y avoir un élément déclencheur extrême pour pousser sa fille à agir ainsi. Le procès commun a débuté le 28 novembre 2001. Les avocats d'Erika et d'Omar ont opté pour une procédure accélérée. C'est une procédure qui prend beaucoup moins de temps, car en général, aucun témoin n'est appelé. Ce procès accéléré entraîne automatiquement une réduction d'un tiers de toute peine prononcée. Les avocats ont plaidé l'altération temporaire des facultés mentales, mais la requête a été rejetée. Erika, 16 ans, et Omar, 17 ans, ne pouvaient être condamnés à la réclusion à perpétuité pour leurs crimes. Le vendredi 14 décembre 2001, Erika a été condamnée à 16 ans de prison et Omar à 14 ans. Leur condamnation a suscité des avis partagés. Beaucoup pensaient que c'était beaucoup trop clément, tandis que d'autres estimaient que, compte tenu de leur âge, leur peine aurait dû être plus légère et axée davantage sur la réinsertion. Francesco a tenté de reprendre sa vie, retournant chez lui et à son travail à l'usine de chocolat. Il appelait sa fille chaque semaine durant son séjour en prison. Il est dit que la mère de Suzy a aussi pardonné à sa petite fille. Les parents d'Omar n'ont pas supporté la médiatisation de l'affaire. Ils ont déménagé et changé de nom pour éviter la médiatisation. Omar et Erika ont tous deux poursuivi leurs études pendant leur incarcération. Aucun d'eux n'a purgé la totalité de sa peine et ils ont été libérés sur parole en 2011 et 2012 respectivement.
Omar a tenté de se reconstruire et a publiquement présenté ses excuses pour son implication lors d'une interview après sa libération. On pense également qu'Erika, avec le soutien de son père, a tourné la page et est maintenant mariée. Tout autre détail concernant leur vie depuis la prison reste inconnu. Ceci conclut l'histoire de la famille Donaldo. Merci beaucoup de l'avoir écouté. N'hésitez pas à laisser vos commentaires ci-dessous. Je serai ravi de les lire. Merci d'avoir écouté The Crime Reel. Prenez soin de vous. Enfin, je voulais remercier Pimposa, alias Phi, pour avoir écrit les 2 premières histoires de la vidéo de cette semaine. Et maintenant, nous avons quelques petits criminels pour vous. Mima le lémurien a envoyé Forrest, un chat Maine Coon de 4 ans, recueilli. Forrest est à moitié aveugle d'un œil, mais il chasse dans la maison, cherchant à attraper des t-shirts et des chaussettes. Il fait aussi tomber des objets fragiles partout dans la maison. Sa propriétaire Mima a décrit les dégâts comme une déforestation causée par le charmant Forrest. Et enfin, nous avons Smithy, un épagnol Springer anglais d'1 an, avec une liste de ses folies. Ses crimes incluent aboyer après les gens, aboyer après les écureuils et, enfin, aboyer après les cerfs. Il aime se lever à 4 heures du matin et adore sauter sur tous les humains de la maison. Ancien propriétaire d'un Springer, je confirme que vivre avec un jeune Springer est très amusant. Merci pour la présentation de Smithy. Quoi qu'il en soit, il est temps de partir maintenant. Alors merci d'avoir écouté The Crime Reel. Prenez soin de vous. Au revoir.